Bien le bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Diasporas africaines, j'entends bien. Ici et maintenant, dans le cadre de cette émission, qui est un entretien bien spécial, je reçois monsieur Jean-Richard Sambadian-Koumbi, avec lequel nous allons nous entretenir sur le 42e anniversaire des tristes événements de mars 1977 au Congo-Brazzaville. Cette émission mettra donc l'accent sur le concept devoir de mémoire pour le Congo-Brazzaville. Le sang des martyrs et des héros de la République réclament vérité, justice et réparation pour une nation réconciliée et qui se traduit en Kikongo par Ntsimu Nimayela. L'interviewé est un des initiateurs et par une formule toute modeste qu'il incarne l'autorité morale de ce concept. Je voudrais donc dire bonjour au nom de Ziana TV et au nom des internautes à notre invité, M. Jean-Richard Sambadian-Koumbi. Bonjour, Monsieur Alexis Passy. Alors, je m'en vais tout de suite vous demander quelle déclinaison faites-vous sur les fondements du concept Ntsimu Nimayela. Non, c'est-à-dire avant qu'on en arrive là au décryptage du concept Ntsimu Nimayela, il faut savoir pourquoi nous sommes arrivés à là. Donc, les fondements de ce concept. Parce qu'en français, on dit le concept devoir de mémoire, oui. Le sang des martyrs et des héros de la République réclame vérité, justice et réparation pour une nation réconciliée. C'est justement en antithèse que vous-même avez rédigé, dont j'ai donné lecture ici. C'est pour ça que je dis que... Donc lorsque j'évoque Ntsimu Nimayela, naturellement, c'est une bifurcation linguistique qui voudrait nous ramener au devoir de mémoire que vous défendez à travers les événements, les tristes événements. De mars 1977. Est-il nécessaire de le préciser, les tristes événements de mars 1977 au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, ce concept Ntsimu Nimayela est fondé sur trois situations. La première situation, on en a parlé depuis des années et des lustres, c'est le procès à caractère stalinien que la République du Congo a vécu du 3 janvier 1977 au 6 février, non, le 3 janvier 1978 au 6 février 1978. Donc durant un mois et quelques jours, c'est un procès à caractère stalinien sur les près de 43 personnes qui avaient été inculpées. 11 avaient été condamnés à la peine capitale. Et parmi les 11, il y a 10 qui ont été passés au petit matin. Et nous y reviendrons. Maintenant, ces 10, ce qui est de particulier, ce sont tous des nés Congo. Donc, ça, c'est la première brique pour comprendre cela. La deuxième brique, c'est les assises de la Conférence nationale souveraine. Vous vous rappellerez que quelques années, une dizaine d'années après l'assassinat du président Marien Ngouabi, le Congo, notre pays, s'est retrouvé dans une situation un peu à quelques échelons près, c'est que nous vivons au jour d'aujourd'hui. La crise économique, les grèves, le manque de ressources financières, en fait, le Congo s'était retrouvé dans un cul-de-sac. Et le peuple congolais avait usé de stratégies pour obtenir, gouvernant à l'époque, la tenue des assises d'une conférence nationale qui deviendra après séance tenante
conférence nationale souveraine. Mais je vais me permettre de m'arrêter un peu sur ça. Si déjà, au niveau du procès, ils verront les images, la conférence nationale souveraine est pour le peuple congolais une réussite. Parce que, arraché des mains de la dictature à l'époque... Mais si vous permettez, monsieur Jean-Richard Surveillant-Coumbier, avant d'en arriver là, permettez que nous procédions par étapes. Alors, vous avez parlé de procès. Naturellement, nous sommes sur le focus, n'est-ce pas, du sujet qui porte sur les tristes événements de mars, des assassinats. Voilà, le 42e anniversaire exactement. Voilà, c'est ça. Alors, il n'empêche, il n'a échappé à personne que là, on est sur un sujet ô combien sensible, d'une gravité rare, nonobstant le fait, on va dire, un peu rétrospectif de cette histoire, si ce n'est de cette historicité. Alors, je voudrais m'employer, au nom de GNA TV et pour le public qui nous suit, que vous nous parliez d'un aspect purement juridique, donc au plan judiciaire, au plan de la justice. Est-ce que les explications que vous avez, du moins les détails que vous avez donnés dès le départ, peuvent donner à croire qu'une certaine manifestation de la vérité a commencé à Non, mais c'est pour ça que je vous disais que je voulais avoir expliqué les fondements du concept. D'accord, ok. Et après le fondement du concept, nous repartirons sur ce que ce concept a fait durant. On a apporté une analyse socio-historique 35 ans après les événements. D'accord. Nous avons fait une analyse judiciaire des assassinats du commandant Marien Ngouabi après. Et on a fait une analyse politique. Okay. Mais pour l'instant, j'aimerais, parce que passer de pieds et mains joints de mars 1977 au jour d'aujourd'hui serait politiquement incorrect et aberrant. Parce qu'il faut, dans ce processus des crimes de sang, que le public de GNA TV devra arriver à reconnaître, et même ceux qui nous dirigent, qu'il y a eu la conférence nationale. Et à cette conférence nationale, c'était un travail de longue haleine où nous avions sollicité, où le peuple qu'on avait sollicité, comme il sollicite au jour d'aujourd'hui, qu'on mette les tables à plat. Et fort heureusement, mais c'est politiquement hilarant et intellectuellement hypocrite que des années après, ceux qui avaient causé la chute dans les années 80 du Congo et qui sont revenus, que le peuple a pardonné et qui sont revenus aux affaires en 1997, c'est regrettable qu'eux, ils nous disent qu'au jour d'aujourd'hui, je me permets de le lire, qu'ils disent que cette conférence avait été une insurrection, car les participants à cette grande messe citoyenne n'avaient aucun mandat, ils n'étaient de lignes grâce, c'est-à-dire qu'ils n'avaient reçu aucune prérogative de personne, mis à part les partis qu'ils avaient créés à la va-vite. Ceci, c'est la pensée dans un documentaire que le tyran du Congo a donné à Soudan, François Soudan, je crois. Parce qu'il est parfaitement cohérent dans... non, pour lui. Dans une logique d'entretien de ce niveau-là, d'apporter également, de ne pas taire les noms. Donc il faut quand même... Non, forcément. Donc c'est pour ça que on lui pose la question et il dit que aujourd'hui, dans les non-dits de la tyrannie, la conférence nationale souveraine a été un début d'insurrection. Et c'est pour ça que les gouvernants sont en train de tergiverser pour en arriver encore, parce qu'ils craignent le tribunal de l'histoire. Donc à qui attribue-t-on ces allégations? Cette allégation tout Cette allégation, oui. elle vient due, pour question d'éthique de mon engagement,
parce que j'ai un peu son prononcer son nom. Et cette allégation vient du Kani d'Oyo. Et ceux qui suivent l'actualité par les médias sociaux pourront aller soit chez notre indigné Elvis Kakou, où il a fait ressortir. Oui, mais M. Jean-Richard Sambadonkoumbi, Kani d'Oyo, est-ce un patronyme existant au point d'état civil ou bien c'est... Non, non, c'est un nom codé. Oui. C'est pour ça que moi, je voulais juste leur rappeler ceci. Est-ce que le devoir de mémoire n'implique pas un devoir de vérité, et vérité aussi sur les noms qui ne doivent pas être galvaudés? Donc dites bien le nom, si vous passez par des pseudonymes... Bon, écoutez, je vous connais, je vous vois assez perspicace. Je dirais, pas question d'éthique, je n'aime pas le prononcer, parce que c'est le don des ailes. Mais en réalité, le ministre de la Défense, sous la présidence Ngouabi, oui. Et ce monsieur, oui. Qui a été interviewé par François Soudan. François Soudan, qui n'est autre que le rédacteur en chef de l'autre journal, Jeune Afrique. Je crois. Donc, et il répond que c'est une insurrection. Mais moi, si j'ai voulu reprendre cette partie de la conférence nationale, je voulais leur rappeler ceci, qui sont revenus en 97 par les armes. Mais en 77, ils sont arrivés aux portes de la majesté suprême aussi par la voie des armes. Et que disait la constitution de l'époque, qui datait du 24 juin 1973? Je me permets de lire l'article 43. Donc, M. Jean-Richard Sambadonkoumbi. Donc, en cas de vacances de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par un plénium recouvrant les membres du comité central et de l'Assemblée nationale populaire, statuant à la majorité absolue, les membres composant ce plénium, les fonctions du président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus par les articles 38, alinéa 1er, les articles 41, 43, 44, 45, 46 et 47 sont provisoirement exercés par le président de l'Assemblée nationale populaire. Le congrès du parti est convoqué dans les 3 mois qui suivent la constatation de la vacance en vue d'élire le nouveau président de la République. Voilà, chers amis internautes, ceci vous pouvez le vérifier dans les textes, mais à la place de l'application de cette constitution, que servit-on au peuple ce mois de mars 1977? Que servit-on au peuple? Sans tambour battant, mais plutôt avec une baïonnette à la gorge. On servit au peuple une abrogation pure et simple de la Constitution. Et une rédaction à la va-vite comment on appelle ça déjà, d'un acte fondamental. Et pour clore la messe, on servit la création d'un comité militaire. Et qui ne fut comité militaire du parti que parce qu'il y avait un civil à l'intérieur qui avait fait comprendre que ce que vous nous présentez là, cela était un coup d'État. Donc, quand on voit tout ça, le peuple civilisé est en droit de dire que les événements qui relatent autour de mars 1977, nous n'allons plus revenir à partir du jour d'aujourd'hui. Nous avons assez beaucoup d'eau à couler, que les gouvernants congolais le sachent et l'intègrent, que pour le souverain premier, que tous les faisceaux concordent pour qualifier mars 1977 comme un coup d'État militaire et de palais. Alors, nous allons encore revenir au niveau de la conférence nationale. Alors, je voudrais aussi
vous interpeller par une question, parce que 42 ans après, parce que 42 ans, c'est l'anniversaire de ce bien triste événement de 1977. On ne le dira jamais assez, puisque c'est l'occasion de le dire, d'épiloguer, d'évoquer là-dessus. Mais alors, cette motivation dans la structure que vous pilotez à travers ce projet-là, elle vous habitait quand? Et puis, est-ce que vous êtes seul à être autour de cette idée-là, cette idée Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, oui. Non, je voulais vous dire c'est là où j'allais en venir. Parce que le devoir de mémoire est sorti des archives de ce que nous, ayant droit, fils de victimes, fils de suppliciés, avons initié déjà à la conférence nationale. Parce que c'était depuis Paris où, l'intelligence faisant, nous avons pensé à l'époque créer un collectif des ayants droit. Et quand vous dites à l'époque, c'est-à-dire nous sommes sur les années qui coïncident avec la tenue de la conférence nationale? Non, sur la période de décembre 89, janvier 90. Okay. Parce que beaucoup, nous avions été contraints de vivre les événements depuis l'étranger, les balbutiements du pouvoir du régime des années 80, quand ils ne voulaient pas accepter la tenue de cette conférence nationale. Donc, c'est de l'extérieur que nous avons vécu. Et comme beaucoup d'entre nous étions sur le banc de l'école, nous sommes refusés de se lancer dans des polémiques. Mais il fallait bien que les enfants que nous étions, en mémoire de nos ascendants, il fallait bien qu'on arrive à mettre un point sur l'histoire de mars 77. Vous rappellerez... C'est aussi de l'extérieur que s'est forgé cette idée d'avoir une lisibilité nette et claire sur les événements. De l'extérieur, nous avons donc rédigé un document qui est là, Procès Marien Ngouabi, le droit de savoir. Donc, c'est ici que nous avons posé les premiers jalons. Que nous avons posé les premiers jalons au sein du gouvernement. Et cette brochure, elle se présente comment? Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis à la disposition du public? Oui, cette brochure, il y a eu deux versions. La première version qui a été rédigée depuis Paris par un citoyen qui est un de mes instituteurs et qui aujourd'hui se retrouve en exil professionnel et économique du côté de la RDC. Faisant aussi partie des ayants droit dans les... Faisant partie des ayants droit, c'est ce monsieur qui m'a, avec le départ de l'ascendant qui est le nôtre, qui m'a donné le goût. Et quand nous disons bien que c'est un document qui a été écrit Enfants Samba Diankoumbi et le collectif des ayants droit. À l'époque, nous n'étions pas association, mais c'était un collectif. Donc nous avions parlé de ce collectif, nous avions pris les familles du Tigonga, la famille Konza. L'objet social de ce collectif, c'était pas régi en association de loi 1900? Non, nous n'avons pas eu le temps, depuis Paris, de créer une association. Mais on s'est dit que partir en ronde dispersée, qu'il y avait des risques de perdre la bataille. Et sous l'initiative de nos aînés, donc qui est un mon instituteur, nous avons donc rédigé ce document, nous avons donc mis en place un collectif des ayants droit, et nous avons rédigé un document qui s'intitulait « Le droit de savoir ». Alors, mise en place... Ce document a été envoyé au niveau de la conférence nationale, et c'est au niveau de la conférence nationale que ce document a servi d'une des briques à la commission assassinat pour rédiger les actes en rapport à cette conférence, aux assassinats politiques. Parce que après, notre absence a joué un peu en notre défaveur, parce que le présidium croyait plutôt à la capacité de revanchard par rapport aux crimes de sang. Mais pour finir cette situation, je voulais vous montrer un document spécial. Mais bien avant d'en arriver là, M. Richard Samba Diankoumbi, si on peut parler en termes, comment dire, d'action
d'application de la structure que vous défendez avec ce collectif des ayants droit. C'est en muté, n'est-ce pas, en association, comme vous le défendez aujourd'hui maintenant à travers la structure, devoir de moi. Alors, pour parler des actions, est-ce que ça, comment dire, ce que vous avez pu produire et introduire, n'est-ce pas, au sein du grand débat national qui fut la conférence nationale souveraine, est-ce que c'était là une des premières participations sur cette problématique des événements relatifs? Oui, exact. Parce que c'est ça qui ramène. Au jour d'aujourd'hui, on parle du concept de devoir de mémoire. Mais avant, nous avions dit le droit de savoir. Nous aimerions savoir, nous avons donné les preuves. Et au sortir de la conférence nationale, avait été pris. Très justement, je voulais vous poser la question de ce sens, parce que comme ce fut quand même le grand débat national, où manifestement rien n'a été laissé au hasard, peut-être que si, certaines choses, si je ne m'abuse, mais bon, restons restons sur l'essentiel. Et donc voilà, on a fait et cause de ces événements tragiques. Non, c'est pour ça. Les conclusions. Non, c'est pour ça que pour ça que je vous disais que c'est regrettable, politiquement incohérent, que l'intéressé qui en avril 1991 avait dit la fameuse phrase « j'assume » et que des années après, qu'il refute ce droit d'assumer et qu'il traite la conférence nationale d'une insurrection. Or, nous avons que la conférence nationale a le caractère souverain. Cher monsieur Alexis Passy, je tiens à montrer ce document. C'est le répertoire des actes de la conférence nationale souveraine. C'est un document inédit. Document d'archives. Document d'archives inédit qu'on ne peut retrouver qu'à ceux qui connaissent exactement c'est quoi la politique. Parce que la politique, c'est pas venir faire du charabia. La politique, on parle des preuves. Ici, nous avons l'intégralité de tous les actes de la conférence nationale, les 200, attendez que je les voie, les 276 actes de la conférence nationale souveraine. Donc, et parmi ces actes, il y a eu des actes qui ont été en rapport avec les cas des assassinats politiques. Okay. Ces actes ont demandé qu'on devait rapatrier, qu'on devait remettre les dépouilles des corps aux familles. On devait, entre autres, créer un mémorial ou une journée pour les... Ça, c'est dans les résolutions issues de la conférence nationale. D'accord. Malheureusement, le gouvernement de transition n'a pas pu, par question de temps, n'a pas pu et analyser tous ces actes. Donc, toutes nos démarches... Uniquement question de temps, ou bien il y avait absence peut-être d'irrétant? Non, à l'époque, j'avais réalisé pas mal de voyages... À l'époque, j'avais réalisé pas mal de voyages sur le Congo. J'ai eu à rencontrer, paix à son âme, Monseigneur Nkombo, sous la transition. J'ai fait des démarches partout. C'était pour eux, nous ne pèsions pas. C'était un dossier qui avait été étudié à la conférence nationale, donc on peut la mettre à la trappe. C'est ainsi que, malgré les actes qu'on a pris, arrive la dernière brique qui a poussé à ce que je ressorte de mon identité. Parce que un peu déçu, intrigué de la manière dont je gérais ce pays, malgré les appels d'offres, les appels de pied dont j'avais été sujet, je ne voulais pas m'intéresser à la chose publique. Mais, arrive le 4 mars 1960, le 4 mars 2012, mon moi intérieur a été senti interpellé.
Oui, votre moi intérieur, M. Jean-Richard Sauvé-Lacombe. On ne l'a pas dit tantôt, on ne l'a pas évoqué, en tout cas depuis le début de cet entretien spécial avec vous, mais cela nous emmène aussi à ce que vous donniez pour le public, en tout cas pour les internautes qui suivent Ziana TV, plutôt la chaîne au cœur des diasporas, qui disait une idée de votre, non pas personnalité, mais ce que vous représentez par rapport comment dire, aux victimes. Non, c'est pour ça que je vous ai dit que contre le dimanche 4 mars, je me retrouve du côté d'Orléans et j'apprends la nouvelle sur les événements. Mon moi intérieur s'est senti interpellé. J'ai dit que la dictature à l'époque allait encore nous resservir mars 77 sous d'autres formes, où le mensonge d'État serait le véhicule officiel pour essayer d'écarter d'autres citoyens à la gestion des choses publiques. Et je me suis dit, que fallait-il faire? Alors, j'ai donc ressassé mes archives d'histoire. J'ai dit que je disposais des archives qui étaient personnelles de ma famille et que si nous ne continuons pas comme ça, nous risquons encore de revivre pire. Parce que, et en amont, j'avais découvert le talon d'Achille de la tyrannie. Le talon d'Achille, ce sont les crimes de sang. C'était une alerte manifeste. Probablement. Et comme c'était le talon d'Achille, je me suis dit, si je mettais juste le nom Samba Diankoumbi dans le plat, je risquerais de fort heureusement de me retrouver dans les mêmes délires de la conférence nationale où les gens en face auront peur d'affronter leur vérité. J'ai dit, Samba Diankoumbi, c'est un nom, un patrimoine de la République. Pour avoir été aux affaires de la République, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai ressassé. Donc, je suis allé reprendre les archives et entrer avec le droit de savoir et j'ai dit, au lieu qu'on s'arrête à là, pour revivre encore cette... et j'ai dit, il me faut projeter sur une vingtaine, pour ne pas dire une quarantaine d'années. Et c'est pour ça que ce concept de droit de savoir a été porté, a émué en concept devoir de mémoire. Et si hier nous avions un collectif qui n'était pas à structurer une association, là, j'ai donc créé une association depuis Paris. Donc voilà les bases. Mais il est fort heureusement aussi de constater que depuis 2012 à ce jour, beaucoup de situations ont évolué. Par exemple, nous avons commencé par l'analyse socio-historique des événements de mars 1977, la première commémoration que même Ziana TV avait couvert, et nous avons découvert que la plaie de l'assassinat du président Mariam Ngouabi est encore béante. Donc, les gens avaient peur, d'autres faisaient quoi? Et l'année d'après, de l'analyse socio-historique, où les gens s'étaient retrouvés, j'ai eu la chance de rencontrer la petite fille du président Mariam Ngouabi, Marientei Kako Serré, sur la place de Paris, qui m'a invité à l'événement. Et l'année qui venait d'après, nous avons donc organisé au niveau de Matière Grise la commémoration sous l'égide, l'analyse judiciaire. C'est là où nous avons découvert, nous, à la conférence nationale, il nous avait été demandé, nous avait été promis, d'après les textes, qu'il devait y avoir révision historique de tous les procès. Malheureusement, à la place de la révision historique, on nous a encore ramené le procès des événements de mars 2012, encore dans une forme de cafouillage. Donc, de faux bons en faux bons, et l'année d'après, nous avons fait une analyse politique. Comme c'est tous les 12 mois, l'année politique, l'analyse politique, et en face, la tyrannie, le pouvoir, qui voyait que Paris commençait à monter. On l'a vu, ils ont dit non, on ne peut pas lâcher l'affaire. Donc, ils sont rentrés dans une série d'entêtements, et
l'année avant cette année, au 41e anniversaire de mars 77 et le 40e anniversaire de l'assassinat des 10, nous avons fait une analyse religieuse. Mais bien avant cela, M. Jean-Richard Sambalokouglu, permettez-moi de vous faire revenir une petite seconde sur un élément qui représente un personnage que vous avez cité dans une histoire. Ô combien est-il besoin de le rappeler, ô combien, on va dire, voilà, complexe. Hein, parce que jusque-là, si la quête de la vérité n'est pas encore... non, mais elle n'est pas aussi complexe. Hein. La vérité, elle est là. Oui, la vérité, elle est têtue. Vous avez cité tout à l'heure le nom, je n'ai pas retenu le nom, mais vous pouvez toutefois le rappeler. Là, celle qui est la petite fille du commandant en chef, le camarade Mariano. Alors, ce qui m'emmène à vous poser la question de savoir quelle est la nature de la relation que vous avez avec elle sur ce dossier-là. Est-ce que elle a une implication manifeste aussi sur... Mais non, forcément, le concept de devoir de mémoire n'est pas un concept rigide. Hein. Je dirais, c'est une nébuleuse. Donc, tout le monde se retrouve à l'intérieur. Et nous avons collaboré avec Marietta. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de collaborer. Parce que nous savons que si, c'est là où on dit, quand je vous dis que le talon d'Achille, c'était celui-là. Et nous avons donc, après l'analyse de tout ça, on se retrouve au 42e anniversaire. Oui, mais il faudrait que je sois encore plus insistant sur ma question, peut-être en étant un peu plus curieux, parce que quand même quand on regarde la généalogie, sinon j'allais plutôt dire la filiation d'Ingwabi, la fratrie Ngwabi. Donc quand vous parlez de la petite fille, mais il y a quand même avant la petite fille les fils, pour le passé. Non, mais vous savez, ici... Je ne veux pas rentrer... En fait, la question, c'était pour savoir si... Si nous avions des relations avec la famille du président. Oui. Non, pour question d'éthique. Oui. Vous savez, chez nous, le Congolais, on s'arrête à analyser les personnages. Nous, au niveau du concept de devoir de mémoire, ce ne sont pas les personnages qui nous intéressent. Ce sont les principes qui ont tourné. Oui, l'esprit qui entoure, c'est dramatique. C'est dramatique. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui... Naturellement, à travers l'esprit, on comprend aisément, on peut comprendre aussi, on peut prendre aussi la mesure. Vous serez bien d'accord avec moi, ou avec le public aussi qui penserait certainement peut-être comme je le suggère, mais voilà que cet esprit-là doit être aussi partagé, car c'est un moment partagé, un moment certes douloureux. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire, nous, quand nous avons fait des démarches pour rencontrer citoyennement parlant Mariette Kako Serré, parce qu'elle s'était exprimée sur les réseaux sociaux. Okay. Et elle aussi, à un moment, elle voulait connaître la vérité cartésienne sur l'assassinat de son grand-père. Entendu. Donc, nous avons collaboré et pour question d'éthique, nous avons refusé d'aller avec ceux qui sont à Brazzaville parce que pour beaucoup, ils sont en connivence avec la tyrannie et nous avons pensé que nous devions prendre les personnes qui étaient dans la même ligne éditoriale que nous. Très bien. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, cher Alexis, oui. Si je suis revenu, j'ai voulu que pour le 42e anniversaire, oui. La commémoration du 42e anniversaire, nous disons, tout ça nous avons analysé. Nous avons découvert. Vous avez analysé. Nous avons analysé. Nous avons des résultats. On a eu des témoignages. D'accord. Et en face, l'adversaire a pris peur, pris par l'âge, pris par une panique de revivre la déchéance de 91 à la conférence nationale. Il veut s'arc-bouter. Et nous, qu'est-ce que nous disons? Alors, si telle est votre position, on devait peut-être en percevoir, comment dire, des changements pour ne pas que si une ligne est restée, j'allais dire, fixe, droite, figée comme ça. Bon, peut-être que par ce que vous appelez peur, si cela a impacté, donc vous devez sans aucun doute avoir quelques éléments de mais c'est pour ça. C'est pour ça que je vous ai... Expliquez-nous, dites-nous tout. Non, mais je vous ai dit, oui. vous voyez,
je suis venu avec vous, vers vous, avec ceci. Ceci. Je vois un peu une panoplie d'ouvrages. Une panoplie. Consacrés à ce sujet. Ça, c'est le premier bloc. Ceci, c'est un ouvrage écrit par Emema Machika. Oui. Il vient dire les origines du mal congolais. Donc, dans le cadre de la recherche de la vérité historique, ce n'est pas ce que lui, il pense qui nous intéresse, mais ce que les acteurs politiques d'antan qui ont fait cette république pensent. Et à ce jour, nous avons réussi. Ah, vous faites une présentation succincte de l'ouvrage, de contenu. Oui, non, c'est pour ça que ce livre, il va falloir que tout Congolais conscient, de par le monde, arrive à le conquérir, arrive à l'avoir. Parce que c'est là où on comprendra pourquoi la récurrence des crimes de sang. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur l'auteur que représente le personnage? L'auteur, monsieur Aimé Machika, c'est un né Congo. Oui. Sa relation avec le Congo, on peut la comprendre en 3 phases. C'est-à-dire? La première phase, le début, quand les premiers partis politiques se créent au Congo dans les années 55. Parce que post-indépendance. Non, année plutôt post-seconde guerre mondiale. Seconde guerre mondiale. Il est parmi ceux qui sont allés prendre le président Youlou pour le permettre de l'engager en politique. Pour preuve, je recommanderais aux Congolais d'acquérir ce documentaire qui a été réalisé par Bonse Communication, intitulé Révolutionnaire. Révolutionnaire au pluriel. Au pluriel. Donc, dans ce documentaire, vous allez voir ce personnage qui raconte pourquoi ils sont allés prendre Youlou pour l'amener au pouvoir. Et donc, cet ouvrage pourrait avoir un lien direct avec celui-ci également. Donc, les origines du mal congolais, ça c'est un... Non, c'est dit que vous m'avez demandé que je parle de ceci. Maintenant, le deuxième élément est que ce sont eux. Non, mais je voulais dire, excuse-moi. Est-ce qu'une corrélation se construit forcément, entre les deux ouvrages? C'est ça. Parce que ceci est un documentaire qui a été réalisé par un Bonse Communication sur l'histoire du Congo. Et lui, il est parmi ceux qui restent en vie. La mémoire vivante, on va dire. La mémoire vivante. Et c'est lui, dans les années 10 ans après, près de 10 ans après, ils sont été, semble-t-il, à la cause, la chute du pouvoir du président Youlou. Donc, on le connaît d'abord une étiquette de syndicaliste, mais ça ne viendra qu'après. Et le troisième élément, parce que beaucoup de gens me disent même que si le Congo vit aujourd'hui en une déchéance chaotique de sa gouvernance, ils sont parmi les auteurs. Or, lui, il me dit, parce que nous avons eu, quand j'ai dit dans une de mes interviews, qu'il était question que je fasse du lobbying pour rencontrer les acteurs politiques de l'époque, ce lobbying m'a permis de rentrer dans son cercle premier. Cela voudrait dire qu'avec M. Machika, vous avez un lien fort sur l'historicité, si je puis dire, des mouvements sociopolitiques du Congo. Bien sûr, M. Machika, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est un ascendant. D'accord. C'est un ascendant. Il est de la trempe de ceux qui ont formé Samba Diankumbi, Mputiganga, avec lesquels des gens comme des présidents Alphonse Massamadeba, ils ont comme... C'était parmi les patriotes. Là, vous parlez de Samba Diankumbi, père. Père. Votre père. Mon père. Donc, et quand vous aurez... Parce que la question n'est pas de s'arrêter là à la commémoration. La question, nous voulons dire maintenant, le gars, si tu n'as rien compris, depuis l'extérieur, nous avons toute la stratégie pour cerner la tyrannie. Parce qu'une fois cernée, la tyrannie ne pourra plus respirer. Et donc, avec ça, c'est un ouvrage, le dernier élément, parce que les Congolais disent, comme c'est eux qui ont fait tomber Youlou,
Mais fort heureusement, quand il se retrouve en exil à partir de 1969 et que le président Youlou se retrouve en exil en Espagne, les deux avaient gardé les contacts. Ça, c'est ce que les Congolais ne savent pas. Et cela m'a pas été dit à moi uniquement en tant que citoyen, mais cela m'a été dit, nous a été transmis. Parce que nous sommes dans une dynamique de transmission, de relais entre leur génération, ceux qui sont dans la soixantaine, et nous, pour connaître quel est le pays que nous allons laisser à nos enfants. Parce que la politique, c'est savoir regarder loin. Le deuxième ouvrage que je voulais ramener, c'est cet ouvrage « Action et politique », pensée et action politique. Donc c'est une forme de testament du président. Pensée et action politique. Oui, du président. Non, dans l'auteur. Oui. Ici sont regroupés. D'accord, ce sont des auteurs. Toutes les actions politiques menées par le président Alphonse Massamaleba et ses discours. Parce que au passage, ceci, ça a été l'ancien DIRCAB de Tata Massamba, qui, sentant son âge avancé, regrette souvent. Tata Massamba, vous voulez parler du président Massamaleba. Voilà, deuxième président de la République du Congo. Donc ici, là, je le recommande à ceux, parce que les gens parlent, ceci vous retrouverez tout. Mais c'est le DIRCAB, c'est pratiquement la tombe virtuelle que les patriotes ont voulu donner à Tata Massamba. Parce qu'en face, l'adversaire ne pourra jamais se permettre de dire réellement où sont les restes du président. La tombe virtuelle en l'absence de la tombe factuelle. En l'absence du tombeau factuel, nous, intellectuels, nous sommes dit, il fallait honorer. Pour que les générations futures savent que dans ce pays, il y a eu des patriotes. Donc, c'est à partir de ces éléments d'archives que nous pensons aujourd'hui commémorer le 42e anniversaire. Parce que si hier nous étions allongés, parce que nous avions les baïonnettes sous la tempe. Sous la tempe, oui. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous disons, stop. Il nous faut avoir l'expression d'une capacité de se relever. Et montrer à l'adversaire que tu as cru détruire la pensée, mais malheureusement, les pouces aujourd'hui ont grandi. Et pour finir, par rapport aux ouvrages, il y a aussi cet ouvrage sur un autre homme d'État, Pasteur. Donc, ceci, ça a été écrit par trois auteurs, dont Gabriel Bukono, Sunga Bukono, qui est un aîné, qui aussi nous accompagne, parce qu'il est président de la SEB. La SEB, qui est l'association Cardinal Émile Bayenda France. Et la SEB, elle aussi se retrouve dans le concept de devoir de mémoire. Vous allez me permettre de lire la dédicace qu'il a faite. Pour le concept de devoir de mémoire, n'oublions jamais l'histoire. N'oublions jamais tous ceux qui ont donné leur vie pour nous, pour la paix et pour la prospérité. Donc voilà, c'est pour vous dire que ceci, dans le cadre de la commémoration du 42e anniversaire, que voici les supports sur lesquels les générations futures devront arriver à s'abreuver. S'abreuver non pas pour venger, mais s'abreuver pour que la mémoire continue de... Et ça serait incomplet si je ne prends pas ce livre-ci,
intitulé L'assassinat de Marien Ngouabi ou le répertoire ou l'histoire d'un pays en sangloté. Ceci a été écrit par un journaliste d'analyse et d'investigation, Apollinaire Ngolongolo. Il vous racontera dans les grandes lignes les non-dits de l'assassinat du président Marien Ngouabi, qui au jour d'aujourd'hui, si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, ça va être en même temps le talon d'Achille de l'autre, mais ça va être aussi un talon d'Achille pour la reconstruction de cette nation qui tarde à venir. Pour vous prendre au mot, si je peux me permettre, à juste titre, justement, prendre les taureaux par les cornes, comme vous le dites si justement, allant donc dans les perspectives des actions futures en ce qui concerne le devoir de mémoire dans le cadre des activités que vous pilotez. Car nous sommes également pris par le temps, donc il nous reste moins d'une dizaine de minutes pour clore notre entretien spécial. Ben, vous savez, les enjeux. J'ai eu le petit-fils de Jacques Opango, Wilfried Prosper Liberté Onyami, au téléphone, avec lequel nous discutons sur beaucoup de choses. Il ne faut pas se voiler la face. 60 ans après la proclamation de la République, le Congo est dans un marasme politico, économico et social. Il y a deux voies qui s'offrent au Congo. La première, une désintégration territoriale, parce que nous n'aurons jamais compris c'est quoi là la République. Il y aura souvent une confusion du genre, de la connaissance historico-politique, la connaissance de l'autorité de gouvernance et l'autorité politique du Congo. Et fort avec ce que nous voyons au niveau des étudiants, les grèves, les détériorations, les fuites d'argent dans les paradis fiscaux, tous les mots, tous les antivaleurs sont condensés dans ce pays. Et il y a une deuxième voie qui s'offre à nous. Laquelle? À partir de ces cendres, bâtir le réel Congo tel que l'avaient voulu les pères de l'indépendance. Mais ça, ce n'est pas un enjeu de 2 jours, ce n'est pas un enjeu de 3 jours. Et au jour d'aujourd'hui, au temps présent, quand nous découvrons, en Lari Congo, on dit ceci, Mukuyu ou Chinini Mbene, Agata. L'esprit du mal danse nu sur la place publique. Merci pour la traduction littérale, on va dire. La question est de savoir que doivent faire les gens sensés. Regarder la direction ou impacter. Et nous, à notre niveau, nous travaillons pour impacter afin que ce Congo éternel demeure fraternel, solidaire de tous ses enfants. Et on n'oublie pas l'histoire, mais nous voulons laisser à notre pays celui dont ceux qui avaient pensé en 1958 accepter la création de la République, et qui ont dirigé la République en 1968 avec rechute en 1963. Voilà, mais pour l'instant, nous communiquons sur ça et nous pensons que nous avons fait de notre devoir. Nous sommes en train d'y travailler. Au jour d'aujourd'hui, pas plus tard que ce matin quand je venais à votre invitation, j'ai eu le contact d'un des nôtres au niveau du concept de l'ordre de moi. Il m'a encore recommandé de leur rendre visite à l'autorité de gouvernance, l'autorité politique, qui est M. Emile Matika. Et voilà
le chien, il a 4 pattes, il ne suit qu'un seul chemin. Une fois qu'on a réussi à obtenir l'onction, nous allons persévérer dans la pensée politique qui était la leur et nous sommes sûrs et certains que nous gagnerons. Nous avons bien compris, M. Jean-Richard Sambadancumbi, qu'autour de ce dossier ô combien, je reprends exprès le mot complexe, car c'est un contentieux qui naturellement ne s'arrêtera jamais tant qu'on ne connaîtra pas la lumière autour. Non, la lumière elle est connue, hein. C'est juste que on ne doit plus s'attarder qui a fait quoi. Nous avons la capacité, nous sommes relevés, on donne la direction et nous savons que si ce n'est pas les hommes d'aujourd'hui, ceux de demain, soit même les jeunes de la régie qui sont pour beaucoup nos enfants, nos petits-enfants, seront heureux de savoir non, que les papas nous ont tracé un chemin. Nous allons nous abreuver comme eux aussi sont abreuvés au niveau de leurs parents. Malgré 42 ans se sont écoulés, je leur dirais que j'avais 17 ans. Naturellement, par cette recherche par cette quête de la vérité, de la lumière, je voulais, soit dit en passant, faire comprendre, tout au moins à notre public, du moins au public, puis aux fidèles des ANA-TV qui nous suivent actuellement, que le chemin de la vérité, du moins le cheminement vers la brisure des non-dits est encore vivant. Ah, bien sûr. Voilà. Mais sur ces mots, M. Jean-Richard Sambadancumbi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être venu jusqu'à nous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été... Mais on se sait quand même les pouces. Naturellement. Je vous ai vu très brillant, cher Alexis Passy. Bah, écoutez, et même nos amis de la régie vous tirent leur chapeau. Il est de mon devoir de vous faire dire des choses qui ne sont peut-être pas, qui sont peut-être méconnues sur ces dossiers. On a essayé d'éclaircir le monde. On dirait que nous y reviendrons parce que c'est un travail, la quête de la vérité et l'enseignement, c'est un travail alléchant et qui demande beaucoup de pragmatisme. Encore une fois, merci de votre venue et puis votre abnégation sur ce dossier, une fois de plus, complexe. Mesdames et messieurs, nous étions Jean-Richard Sambadancumbi et moi-même sur le plateau. Jean-Richard Sambadancumbi que je présentais comme étant donc le pilote à bord de la structure Devoir de mémoire. À bord du concept. À bord du concept, donc Devoir de mémoire sur les tristes événements de 1977. Voilà. À la régie, je salue ces jeunes... la jeune pousse. La jeunesse montante de ANA-TV, ils se reconnaîtront. Merci encore d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Nous, le problème, nous avons reçu beaucoup. Nous voulons aussi, pour transmettre aux générations futures, en étant sur cette terre-là,
quelles sont vos impressions? Est-ce que vous y attendez? Si les informations vous léguer, une chance le temps que vous battez au colo, vous avez au moins que Bantoa Banetura pendant cette célébration. Pas aussi grand, mais juste un petit mot. Et pour les questions d'éthique, si Ngajil vous bête Boana pour te parler au moins de la mission évangélique suédoise à Moussana. Pour l'instant, d'abord, côté célébration, quels sont vos sentiments? Et qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un message à donner, quel est le message que vous donnez aux générations futures? Nous, maintenant, tu as le message, tu as un message qui est important. Tu Canara, la jipudia nza. Kakuyo kelia malongi, makakako, kumali matue nza. Les grands, je vois, je rappelle le Bambla Kabambi. Dans le Chidi historique. Par exemple, Mediambo d'Inchim, il dit un des missionnaires, Westlin, Katama Pisa, Mabanza Menaouni Meti, Beto Katibandi Nchane, Tidema Kweba. Beauté, tu as la possibilité d'envouer. On y rappelle l'histoire. Possibilité d'envouer le missionnaire, donc la nantete, la reine, ma banza, mais tiba kuna, mabba. Nous ne pouvons pas changer en même temps que vous. C'est fantastique, c'est très important. Maba, Baba Kuniniku, Chochi Dimbu quoi, maintenant Beethoven, Tushidi, Chitushi. Deuxième aspect, Tatanzambe Ukata Massa conclut, Ukutakani au fur et à mesure, tout le bamboulé Antibéni, Nika Banet. Ntungulu ya mungu ya andi tambudi ka chani tubeto mande tutabas mandimba betum mamanzambe matuwili mieux mikateleo nchana un peu depuis ntamampe katutelami loi nous la mona. Mais est-ce que le roi de depuis ntamampe nous quoi tout carré laga ou bête mo bisikongo tumbo bakulaka lendo nzambi reluna. C'est clair que ben kaltama bakula Nzambi nous le prenons comme un esclave alors que nous l'adorons comme un seigneur. Mais bukata matate la meno beno hein meno nitwera timosi nikela tutama kela yande kayirika ba danso bukata matati lande nunjira idiate no buna bututela mano. Donc, qui est là, qui est là, Yandi, qui est tout nombre niveau, ou bien qui gît devant cette route. Mais toi, aujourd'hui. Si moi j'ai compris, Nikatel, je ne suis pas fâché. Ou bon, de moi, Nani, ou Kundombele, Changundembolo Bakankeshi. Ou bon, de moi, Nani, Lombele, mais nous l'invoquer encore. Ça signifie quelque part de toute façon patience et à mon avis. Mais si votre avis, aujourd'hui j'aimerais vous interpeller pour votre poids ou votre responsabilité à vous. Non pas pour vous faire porter le chapeau. Mais si Beno le Tungiri, Mina Mila Bagwa missionnaire, comme toi tu es un fruit de la mission. Tu as reçu cette formation, tu es sorti, tu as porté. La nation n'a pas été à votre écoute. Ou elle était à votre écoute, mais d'où est par exemple cette incompréhension? Parce que Momi Mitamata, lui il a bien dit, qu'il ne peut pas comprendre, lui Seigneur des Seigneurs,
que le peuple Congo soit esclave sur son propre territoire. Est-ce que ça ne vous interpelle pas, vous, non pas uniquement comme André Oumbessa, ni comme politicien, ni comme doyen parmi les bibliothèques vivantes qu'il nous reste dans cette église-là? Parce que ce message, moi, j'ai fait exprès, je suis venu derrière vous pour que j'essaie de comprendre au fond de vous quel est le sentiment au sortir, surtout au culte et venez te voir. Merci infiniment. Je pense, mais nous, l'idée qui me revient, c'est un changement de société ne se fait pas en un jour. Mais non, ne vous trompez pas sur ça. J'ai appris, mais nous, en sociologie, que les changements commencent, disons, minimum 10 ans. Bobi fou, il le sauve les cas batika mobabi fou bien mon salou ya mon 10 ans. Mais peut-être tu as la patience. Mais 10 ans, ça veut dire qu'il faut commencer. Voilà le problème. Dans ce cas-là, vous aurez toute votre vie sans que Nsobolo Yaba ou Diamga Kalubatikida. Matondu Baming Tata André, ça c'est à chaud. Comme il y a Fumaka Takukela, on aura le plaisir de se revoir pour essayer de réaliser un documentaire et sur l'historique et sur l'engagement de toute votre génération pour que d'autres générations puissent aussi en profiter. Seno kweno kanto bulusa, oh oh. Seno kweno kanto buluta, meno mya kunjukuya, na mya kimpanzu, meno mini mya kunjuku, na mya mbangara, mani makara pele, wana matala. Makunzi mabanani, mama na boboka, kaza ikantindaya, changu na kuba. Yaikagu ya bisimbi changu na wama mani makala pele wana matala Ngambongi bafwa meso choni mona kwa wajanzo bombwanani tomena yanitu meditini vya kunzunga ya sisa tata kuyuka kupamuna ocho kunyatu mani makala pele wana talanti Bueno canto bulusa, oh oh. Teno bueno canto buluta, meno mya kunjukuya, na mya kimpanzu, meno mini mya kunjuku, na mya mbangala, mani makara pele.